Ken était un véritable solitaire qui menait une vie sans but jusqu'à ce qu'il soit accidentellement isekai en tant que héros doté d'une magie de guérison rare. Cependant, lorsqu'une femme musclée entend parler de lui, elle le kidnappe pour l'entraîner à devenir un guérisseur déjanté capable de soigner ses alliés en les touchant et d'écraser ses ennemis avec son zizi. Tout commence lorsque Ken rêve de mener une vie plus cool quand soudain il se met à pleuvoir. Il cherche rapidement refuge dans l'abri, où il est accueilli par les deux élèves les plus populaires, Suzune et Kazuki, qui lui proposent gentiment de partager leur parapluie avec lui. Cela surprend Ken qui pensait que Kazuki et Suzune seraient tous les deux des imbéciles sans cœur, puisqu'ils sont non seulement de bons élèves, mais aussi célèbres, contrairement à lui. Alors qu'ils commencent à marcher ensemble, Ken commence à bien s'entendre avec les élèves populaires, réalisant qu'ils sont en fait très humbles et détendus. À ce moment-là, Kazuki et Suzune semblent confus en se plaignant d'entendre un bruit de cloche qui sonne. Essayant lui aussi d'entendre les cloches, Ken tente de s'approcher d'eux quand soudain un cercle magique s'ouvre, les transportant dans un autre monde. Ils sont accueillis par le roi Lyode, le souverain de Linger. Ils s'excusent de leur causer des désagréments, mais leur révèlent qu'ils ont été invoqués pour devenir les héros dont Linger a besoin, car ils ont été attaqués par le roi des démons. Ken est visiblement bouleversé par les événements, mais il se tourne alors vers Suzune, qui semble excitée. Cependant, Kazuki se met en colère et exige d'être renvoyé au Japon. Malheureusement, le roi révèle que la téléportation ne fonctionne qu'une seule fois, ce qui énerve encore plus Kazuki, jusqu'à ce que Lyode s'agenouille devant lui, honteux, en promettant qu'il trouvera un moyen de les renvoyer dans leur monde. Brisant le silence, Suzune demande au roi pourquoi il les appelle des héros alors qu'il ne sait rien d'eux. Son conseiller royal, Welsi, répond que le cercle d'invocation est conçu de manière à ne sélectionner que des individus accomplis. Lorsqu'elle fait remarquer que les héros choisis ont dû entendre des cloches, Ken déclare d'un air vide qu'il n'a rien entendu, ce qui signifie qu'il n'était jamais censé être ici. À ce moment-là, Ken réalise qu'il n'est que Ken. Welsi demande alors de lancer le jeu pour tester leur affinité avec la magie. Suzune découvre qu'elle a une affinité avec la magie de foudre, tandis que Kazuki apprend qu'il peut utiliser la magie de lumière. Enfin, lorsque vient le tour de Ken, la boule magique brille d'une lumière verte. Horrifié, Welsi traîne Ken jusqu'à Lyode et lui révèle toute l'affaire. Après avoir tout appris, Lyode est lui aussi saisi de peur et insiste pour que Ken soit envoyé loin de Linger avant qu'il ne soit découvert par celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Déconcerté, Ken se demande si Voldemort veut s'en prendre à lui lorsque la porte s'ouvre brusquement et qu'une méchante nommée Rose entre, effrayant tout le monde, y compris le roi. Toute la pièce se tait tandis que Rose jette un regard à Ken et se présente d'un ton neutre comme la chef de l'équipe de secours. Bien qu'intimidé par elle, Ken se demanda si elle serait à la hauteur de l'anaconda dans son pantalon. Alors que Rose s'apprête à partir, Ken demande à Lyode et Welsi pourquoi le cercle magique a brillé en vert. Rose s'arrête net et annonce à tout le monde qu'elle emmène Ken avec elle, mais Welsi réagit plus vite en le plaçant dans une bulle protectrice et en l'envoyant ailleurs. Cependant, cela n'arrête pas Rose, qui devient aussi rapide qu'Usain Bolt et attrape Ken, annonçant à tout le monde qu'elle va l'emmener avec elle et faire de lui un guérisseur accompli. Plus tard, Welsi révèle à Kazuki et Suzune que Ken est un guérisseur, ce qui est extrêmement rare. C'est pourquoi il va travailler avec Rose, qui est elle aussi guérisseuse. Suzune fait remarquer que cela ne semble pas être un problème, jusqu'à ce que Welsi révèle que les méthodes d'entraînement de Rose sont extrêmement brutales et difficiles. Ailleurs, Rose amène Ken dans sa nouvelle maison, où il est accueilli par un groupe de subordonnés laids de Rose. En voyant Ken, ils essaient de l'intimider en lui disant qu'il est déjà condamné. Rose leur donne un coup de pied et révèle à Ken que ces types ne sont pas des guérisseurs, mais qu'ils jouent un rôle important dans l'équipe de secours, car en temps de guerre, ils ramènent les blessés au camp. Sur ce, elle annonce que l'entraînement commence demain, ce qui ne fait que glacer le sang de Ken. Au petit matin, Ken aperçoit l'un des sbires de Rose, Tong, en train de dormir, ce qui lui fait prendre conscience qu'il est vraiment dans un autre monde. À ce moment-là, Ken reçoit la visite de Suzune et Kazuki, qui expriment leur inquiétude en le voyant. Ken sourit, réalisant que les élèves populaires le considèrent comme un ami, jusqu'à ce qu'il se rappelle que son entraînement avec Rose commence aujourd'hui. Voyant qu'il est rempli d'appréhension, Suzune le rassure, en lui disant que s'il a pu survivre au cours de maths, il pourra facilement survivre à tout ce que Rose lui a préparé. Sur ce, elle révèle qu'elle et Kazuki vont également commencer leur entraînement. Après un long silence, Kazuki attrape soudainement l'épaule de Ken, affirmant qu'il fera de son mieux, ce qui fait sourire Suzune et Ken devant son enthousiasme. Alors qu'ils s'en vont, Ken réalise que s'adapter à ce monde doit être encore plus difficile pour un gars comme Kazuki, puisqu'il était sur le point de devenir roi du bal. À ce moment-là, Rose passe la tête par la porte et demande si les héros sont partis. En la voyant, Ken se tient plus droit qu'une barre de pole dance. Par peur, il s'incline, ce qui pousse Rose à lui dire d'un ton neutre que ce n'est pas une prison, et qu'il n'a pas besoin de se comporter comme un idiot pour lui plaire. Après cela, elle lui lance un journal intime et dit à Ken que chaque fois que sa maman lui manque, il pourra se confier à son cher journal. Quelques heures plus tard, Ken retrouve Rose pour commencer son entraînement.
Il se souvient que Tong et les autres gars lui ont dit que s'entraîner avec Rose serait super difficile, mais pour l'instant, tout semble parfait. Rose lui ordonne alors de libérer le mana qu'il a dans le corps. Lorsqu'il échoue, Rose lui lance un livre et dit au loser illettré de lire. À la surprise de Ken, il parvient à comprendre la langue de Linger, ce qui pousse Rose à révéler que les héros venus d'un autre monde possèdent cette capacité dès le départ. Elle lui montre alors que le territoire du roi démon se trouve juste en face de Linger, ce qui fait de leur royaume une cible facile. Pendant les 2 jours suivants, Rose ordonne à Ken de courir comme s'il avait le fisc au cul. Mais lorsque ses jambes n'en peuvent plus, Rose le traite de déchet. Elle soigne aussi ses muscles pour qu'il puisse à nouveau faire corps avec le vent. Au 4e jour, Ken s'entraîne avec les autres sous-fifres pour enfin avoir l'air beau gosse dans sa vie. À son grand désarroi, même les PNJ le surpassent, ce qui le rend extrêmement amer. Au 7e jour, Ken court, mais même là, Rose n'est pas satisfaite de lui, alors elle lui donne un coup de pied. Après avoir été frappé et malmené pendant plusieurs jours d'affilée, Ken se rend compte que Rose devrait être surnommée Cactus, car elle est vraiment piquante. Il parvient aussi à libérer un peu de lumière de guérison qu'il utilise pour se soigner après avoir été blessé par Rose. Grâce à son nouveau pouvoir, Ken commence à courir sans se plaindre, car dès qu'il se fatigue, il utilise la lumière de guérison pour soigner ses muscles. Cependant, il se demande aussi s'il pourra atteindre le niveau de Kazuki et Suzune si tout ce qu'il fait, c'est courir. Au 11e jour, Rose fait travailler le haut du corps de Ken pour qu'il puisse avoir de beaux biceps. Pendant l'entraînement, Rose lui demande s'il sait pourquoi elle le fait s'entraîner aussi dur physiquement. Lorsque Ken reste silencieux, elle lui révèle que c'est parce qu'elle veut qu'il puisse fuir l'ennemi aussi vite que possible, car sur le champ de bataille, il doit non seulement se sauver lui-même, mais aussi aider ses alliés blessés. En entendant cela, Ken se concentre davantage sur son entraînement. Finalement, le jour arrive où son corps est prêt pour toutes les courses et les exercices du haut du corps, alors Rose le fait s'entraîner avec des poids. Au 14e jour, Ken arrive au réfectoire et découvre que Tong a mangé son déjeuner. Furieux, il le poursuit comme un chien errant malgré la plaque de poids qu'il porte. Une semaine plus tard, Suzune et Kazuki arrivent pour voir Ken. Cependant, lorsqu'ils le trouvent en train de s'entraîner, ils sont immédiatement stupéfaits. Pour pousser Ken dans ses retranchements, Rose ajoute 2 blocs de poids sur son dos. Et en le voyant faire des pompes parfaites, elle lui dit qu'il est enfin en train de devenir un homme avec qui elle voudrait se reproduire. Pendant ce temps, Suzune devient humide en voyant les biceps de Ken se contracter. Kazuki, en revanche, s'inquiète pour sa santé. Soudain, la garde royale qui accompagne la princesse et les 2 héros attrape Rose par le col. Siglis argue avec colère qu'elle est en train de détruire l'esprit et le corps de Ken. Calmement, Rose dit à Siglis qu'il peut se garder ses principes, car c'est elle qui décidera de la façon dont elle entraîne Ken. Après tout, il deviendra son bras droit. Tout le monde sur place, y compris Ken, est surpris lorsque Rose poursuit, révélant que Ken possède une flamme qui l'empêche d'abandonner. Cela fait de lui le candidat idéal pour devenir son allié le plus digne de confiance. Sur ce, elle dit à Ken de se détendre avec son ami pendant qu'elle s'occupe du vieux Siglis. Obéissant aux ordres, Ken emmène Suzune et Kazuki dans une prairie où il apprend que Siglis est en réalité le chevalier le plus puissant du royaume, qui commande l'armée de Lingar. Son attention se porte alors sur la princesse, qui se présente rapidement sous le nom de Celia. Au bout d'un moment, Kazuki demande à Ken s'il a l'habitude de suivre des entraînements aussi intenses. À sa grande surprise, Ken révèle que l'entraînement d'aujourd'hui était très léger. Lorsqu'il l'interroge sur son entraînement, Kazuki lui explique que même si l'entraînement en lui-même est difficile, elle veille à ce qu'il soit bien reposé et pris en charge. Ken est heureux de l'apprendre, affirmant que c'est Rose qui est une véritable folle furieuse. Pour une raison inconnue, en entendant cela, Kazuki devient soudainement désolé et dit à Ken qu'il est désolé. Avant qu'il ne puisse lui demander pourquoi il agit comme un rabat-joie, Suzune essaie de le taquiner en lui soulevant le t-shirt, pendant que Kazuki lui demande si c'est difficile pour lui. Ken admet que oui, et qu'il a voulu s'enfuir au début, mais qu'à présent il commence à apprécier son entraînement. Satisfait de sa réponse, Kazuki décide de s'entraîner encore plus dur qu'avant. Le lendemain, Rose annonce à Ken qu'ils vont sortir. Sans l'attendre, elle demande à un jeune chevalier nommé Thomas d'ouvrir la porte, car elle veut montrer à Ken ce qu'il y a au-delà des murs. Ayant vu l'attaque des titans, Ken devient nerveux. Bientôt, ils arrivent dans une forêt tristement célèbre pour l'activité des monstres. Sans hésiter, Rose jette Ken en direction de la forêt, lui ordonnant de chasser quelques grizzlies pour elle. Alors que Ken s'envole, il se rend compte qu'il n'aura jamais droit à une gâterie d'une vilaine bestiole grâce à Rose et à sa méthode d'entraînement orthodoxe. Heureusement, il se souvient qu'il peut maintenant activer la lumière de guérison, alors il l'utilise et se sauve d'un écrasement certain. Cependant, maintenant dans la forêt, Ken s'inquiète de devoir attraper un grand grizzly. Il essaie de se remonter le moral en se disant qu'il peut facilement terrasser un ours maintenant qu'il a des abdos en béton. Pourtant, dès qu'il aperçoit le grizzly, il se met à courir comme si sa vie en dépendait. Après avoir couru comme Flash McQueen, Ken décide d'affronter son ennemi de face. Il défie le grizzly de venir l'attaquer, mais l'ours appelle ses amis, ce qui fait repartir Ken en courant.
Pour sauver sa peau, Ken plonge dans la cascade et arrive sain et sauf sur la berge. Le lendemain, il recommence sa chasse au grand grizzly. Cette fois, il est déterminé à en apprendre davantage sur son ennemi, alors il essaie de repérer la cachette du grizzly. Cependant, en cherchant la tanière de l'ours, Ken tombe sur un lapin blessé. Remarquant à quel point il est mignon, Ken utilise rapidement sa lumière de guérison pour soigner le petit animal, et, à sa grande surprise, le lapin commence à le suivre. Il essaie d'éloigner le petit mignon car il ne veut pas qu'il se blesse pendant sa chasse à l'ours, mais le lapin refuse et continue de le suivre. Ken comprend alors que le lapin veut lui montrer où se trouve le grand grizzly comme une forme de remerciement. Quelques secondes plus tard, Ken trouve la tanière grâce au lapin. Il remarque que les grizzlies dorment ensemble, ce qui lui fait réaliser que les ours se déplacent en meute. Au troisième jour, Ken trouve de la compagnie auprès du lapin et, ensemble, ils surveillent attentivement les grizzlies. Le lendemain, Ken grimace de douleur, réalisant que l'eau du lac qu'il buvait était probablement remplie d'urine de monstre. Heureusement, son nouvel ami le guide jusqu'à un étang contenant de l'eau claire. Alors que Ken en boit, il remarque que le lapin a l'air effrayé. Avant qu'il ne puisse lui demander ce qui ne va pas, le lapin saute sur un arbre et fait signe à Ken de le rejoindre. Lorsqu'il le fait, les yeux de Ken s'écarquillent en voyant un anaconda géant se faufiler à travers les arbres. Bien qu'il n'ait jamais entendu parler de cette créature auparavant, Ken en conclut que ce serpent veut du sang. Quelques jours plus tard, Ken continue de surveiller la famille de grizzly comme d'habitude. Cependant, il commence à les trouver mignons jusqu'à ce qu'il se rappelle que, sans vaincre le grand grizzly, il ne pourra pas rentrer chez lui, alors il se décide à défier l'ours le lendemain. Le lendemain, il se met à pleuvoir à verse et le nouvel ami de Ken le supplie de ne pas aller chasser aujourd'hui. Soupirant, Ken dit au petit gars qu'il attendra que la pluie cesse. Une fois la pluie arrêtée, Ken se dirige résolument vers la tanière des grizzlies malgré le désaccord de son ami. Cependant, dès qu'il arrive dans la tanière, il découvre que toute la famille de grizzly a été anéantie. Ken devient nerveux, réalisant que Rose va probablement lui botter les parties pour avoir laissé quelqu'un d'autre lui voler sa proie. Il remarque alors les traces de morsures sur les grizzlies morts et en conclut que cela doit être l'œuvre de ce ver géant. Plus il examine les cadavres, plus Ken comprend à quel point le serpent est dangereux, puisqu'il a éliminé les ours juste pour s'amuser. Soudain, le dernier ourson survivant arrive sur les lieux et découvre ses parents morts. Alors qu'il pleure, Ken pense à quel point il a dû endurcir son cœur pour satisfaire Rose, mais que tout cela n'a servi à rien. Plus il entend l'ourson pleurer, plus Ken est déterminé à éliminer ce serpent monstrueux. Pendant ce temps, Suzune et Kazuki arrivent pour prendre des nouvelles de leur ami, seulement pour apprendre qu'il s'entraîne dans la forêt sombre depuis 10 jours entiers. Kazuki commence à s'inquiéter, ce que Suzune ne manque pas de remarquer, alors elle le rassure en disant que Ken est comme un cafard et qu'il survivrait à tout. De retour dans la forêt, Ken s'entraîne comme Saitama en vue de son affrontement avec le serpent. Il demande au lapin de lui montrer la cachette du monstre, puis lui ordonne de s'enfuir dès qu'il commencera à se battre contre lui. Le lapin accepte et conduit Ken jusqu'au serpent, et à sa grande surprise, il trouve l'ourson en train de se battre contre le serpent pour ce qu'il a fait à ses parents. Ken frissonne à la vue du serpent, mais finit par se rendre compte qu'il n'est toujours pas aussi effrayant que son entraîneur. Alors il prend son courage à deux mains et fonce sur le serpent, parvenant à l'aveugler d'un œil. À la grande consternation de Ken, la blessure n'empêche pas le serpent de lui mordre le bras. Hurlant de douleur, Ken utilise lumière guérisseuse et force son corps à poignarder le serpent malgré tout. Une fois que le monstre relâche son bras, Ken est pris de vertige, réalisant qu'il a été empoisonné par le venin du serpent. Ken traite le serpent de tricheur et lui dit qu'il n'a pas gagné car il sait désormais comment se soigner du poison. Avec une détermination nouvelle, Ken fonce de nouveau sur le serpent. Cette fois, le petit ourson lui vient en aide et ensemble, ils parviennent enfin à terrasser la bête. Alors que Ken reprend son souffle, tentant de stabiliser son corps, il reçoit l'affection de l'ourson quand soudain le serpent se relève. L'ourson, inquiet pour Ken, essaie de le tirer loin tandis que Ken fait face à la mort de très près. Il fait ses adieux à ses amis puis maudit bruyamment Rose quand soudain elle arrive et envoie le serpent directement en enfer. Surpris, Ken demande pourquoi elle est là et Rose révèle fièrement que le lapin avec lequel il s'était lié d'amitié est en réalité son animal de compagnie, Kukuru, qui lui a tout raconté. Elle lui dit aussi qu'elle l'a toujours observé, mais même elle a été surprise de voir le serpent monstrueux. Ken, curieux, lui demande si elle connaît la bête et Rose l'informe que le serpent a été créé par l'armée du roi démon et que même le chevalier le plus fort, Siglis, n'a pas réussi à l'éliminer. En entendant cela, Ken insulte Rose pour avoir envoyé un débutant comme lui dans une forêt dangereuse, ce qui met le petit grizzly en colère pour lui. Voyant cela, Rose sourit et dit au petit qu'à partir de maintenant, il a un maître. Le petit accepte, prend Ken sur son dos, mais Rose décide de leur montrer qui est le chef et les soulève tous sur son propre dos. Elle dit à Ken qu'elle l'a entendu la traiter de macaque stupide, alors il ferait mieux de se préparer à la punition des boules brisées plus tard. Au bout d'un moment, Rose félicite Ken d'avoir réussi son épreuve, révélant que les deux soigneurs qu'elle avait eus auparavant avaient échoué. Sur ce, elle lui dit de se préparer. Ken demande à Rose si elle est sûre qu'une guerre va bientôt éclater.
Rose confirme, ajoutant qu'il sera en première ligne avec elle pour soigner les blessés. Terrifié au plus haut point, Ken demande pourquoi Tong et les autres PNJ ne sont pas en première ligne. Rose explique que, bien qu'il y ait 2 autres soigneurs, ils seront affectés avec Tong et les autres ailleurs. Ébranlé par la nouvelle, Ken admet qu'il n'est pas aussi fort qu'elle, ce qui pousse Rose à lui annoncer qu'il doit devenir fort dans le peu de temps qu'il leur reste. Pendant ce temps, dans le château du roi démon, une chevalière loyale informe son roi que les préparatifs pour la guerre sont presque terminés. Le roi démon dit froidement à la chevalière aguicheuse que si elle ne gagne pas en son nom, il s'occupera d'elle lui-même. La chevalière, Amila, assure au roi démon qu'elle fera de son mieux, ce qui le satisfait. En sortant de la pièce, Amila pousse un soupir de soulagement lorsque le médecin démoniaque arrive, se moquant d'elle parce qu'elle est nerveuse malgré son statut d'honorable 3e commandante de l'armée. Le bizarre nommé Irilek taquine encore Amila, rendant son béguin pour elle très évident. Pour attirer son attention, Irilek dit à Amila qu'il a presque terminé de créer le tout nouveau prototype de monstre fabriqué par les démons, et demande à Amila si elle veut l'accompagner dans son sous-sol. Amila, étant particulièrement bien bâtie, suit Irilek qui lui présente fièrement le prototype de monstre appelé Baljinak. Il s'avère que Baljinak est la réplique exacte du serpent que Ken et Rose ont traqué. Amila fait également remarquer qu'il manque d'imagination, ce qui agace Irilek qui se met à jacasser sur le fait que Baljinak est bien plus puissant que son prédécesseur. Amila, désormais désintéressée, dit à Irilek qu'elle espère qu'il ne la décevra pas, car elle veut détruire toute la ville de Linger. Avec un sourire en coin, Irilek lui demande si elle parle des ravisseurs, ce qui la fait grincer des dents de colère. Elle déclare qu'elle déteste par-dessus tous les ravisseurs, car ils emmènent les blessés à l'arrière avant qu'elles ne puissent vendre leurs organes sur le dark web. Mais plus encore que sa haine envers les ravisseurs, elle déteste leur chef, Rose, qui soigne tout le monde sur place et peut même livrer un combat impressionnant, ce dont Sakura Haruno ne peut que rêver. Après avoir perçu l'amertume d'Amila, Irilek la prévient qu'elle ne peut pas s'en prendre à Rose puisqu'elle commandera l'armée. Amila soupire, disant qu'elle le sait et que c'est pour cela qu'elle enverra le démon connu sous le nom de Chevalier Noir pour traquer Rose. De retour à Linger, Ken serre son oreiller dans ses bras, reconnaissant d'être de retour dans son lit. Plus tard, il vérifie que son animal de compagnie va bien et lui apporte de la nourriture de la cafétéria. Quand il voit Kukuru, Ken fait la moue et lui dit qu'il s'est moqué de lui, comme ton ex l'a fait. Pour le manipuler à nouveau, Kukuru prend son air le plus mignon, auquel Ken succombe encore une fois. Finalement, Kukuru gagne et reçoit une friandise de la part de Ken. En voyant cela, l'ourson lui dit de le nourrir aussi, ce qu'il fait. Mais Ken se rend alors compte qu'il lui faut aussi un nom, alors il l'appelle Blurine. Rose entend le nom et dit à Ken qu'il est tellement nul pour trouver des noms qu'elle est sûre que ses futurs enfants se feront harceler. L'ignorant, Ken reste fier jusqu'à ce que Rose révèle que le roi lui a permis de garder Blurine, mais qu'il doit mériter sa place. En entendant cela, Blurine est terrifié, ce qui réjouit Rose puisqu'il ne peut pas appeler ses parents contre elle. Ken intervient pour calmer la situation et demande ce qu'elle veut que Blurine fasse. Alors Rose dit à Ken de porter Blurine sur ses épaules, en imaginant qu'il s'agit d'une personne blessée. Cela l'aiderait à acquérir une perspective d'une situation réelle sur le champ de bataille. Sur ce, elle lui aboie de courir et Ken commence à courir. Cependant, cette fois, il est plus confiant que jamais, car il pense qu'il lui suffit de gérer son mana et il sera décontracté. Soudain, Tong s'approche furtivement de lui et les autres se joignent rapidement à lui. Déconcerté, Ken demande ce qu'ils font, ce qui pousse les PNJ à révéler qu'ils simulent le champ de bataille, car il ne sera pas facile de se sauver lui-même et ses alliés blessés dans la réalité. 1 heure plus tard, Ken fait face à des bombes puantes conçues pour le déstabiliser. 4 heures plus tard, Ken commence à se sentir bizarre et s'effondre au sol. Pendant qu'il se repose, Ken se dit qu'il pensait tenir plus de 4 heures, lorsque Rose arrive et lui rappelle qu'il doit se souvenir que les humains ressentent toutes sortes d'émotions comme l'épuisement, la peur et la nervosité sur le champ de bataille. Ces émotions ont également un impact sur le corps, les ralentissant souvent. Lorsque Ken demande ce qu'il doit faire, Rose lui dit de renforcer sa force mentale afin de ne pas flancher face à la peur. Une fois qu'elle a fini de le soigner, elle dit à Ken qu'il doit courir dans la ville du château avec Blurine sur le dos. Obéissant aux ordres, Ken reprend son entraînement, attirant l'attention des habitants qui chuchotent à propos de Blurine. Ken soupire, sachant qu'ils ont peur d'un grizzly bleu considéré comme un monstre. Cependant, les gens réalisent rapidement que Ken est l'un des héros, ce qui leur permet de se détendre. Pendant ce temps, Blurine se réveille de son sommeil et demande à Ken de lui acheter les fruits qu'il avait mangés plus tôt. Ken s'arrête à un stand de fruits et demande à la vieille dame des informations sur le fruit, et elle lui révèle qu'il s'appelle des pefles, une spécialité de Linger. Il demande alors à la MILF pourquoi tout le monde est si détendu alors qu'il porte littéralement un monstre sur son dos. La MILF sourit et dit que tout le monde sait qu'il fait partie de l'équipe de secours, puisqu'il porte ce t-shirt jaune pisse affreux. Remerciant la MILF, Ken décide d'aller rendre visite à ses amis lorsqu'un homme se met à courir après lui et finit par tomber, incapable de le rattraper. Cela attire l'attention de Ken, qui finit par accorder un peu d'attention au blondinet.
En le soignant, Ken apprend que l'homme s'appelle Orga et qu'il est un autre guérisseur de l'équipe de secours. Alors que les deux garçons commencent à discuter, Orga dit à Ken qu'il doit vraiment avoir des nerfs d'acier pour supporter l'entraînement de Rose, puisque lui et sa petite sœur n'ont pas pu le faire. Il révèle également qu'il possède une clinique en ville, qu'il utilise pour aider les paysans. Ken fait alors remarquer que s'il est guérisseur, pourquoi n'a-t-il pas pu se soigner lui-même plus tôt, et Orga admet qu'il peut soigner les autres, mais pas lui-même. Plus curieux que jamais, Ken demande à Orga quel rôle il joue sur le champ de bataille. Alors Orga révèle que Tong et les autres transportent les soldats blessés à l'arrière, puis lui et sa sœur commencent à faire leur magie. Cela pousse Ken à avouer que Rose lui a demandé de la rejoindre en première ligne, mais qu'il n'est pas encore sûr de ses capacités de guérisseur. Le visage d'Orga devient sérieux alors qu'il dit à Ken que ce sont toujours les chevaliers et les héros qui se battent en première ligne. Comme ils sont toujours exposés à un plus grand danger, s'ils sont blessés, ils finiront par périr. Mais s'il y a des soigneurs, ils peuvent être sauvés. C'est pour cela que Rose l'a choisi, parce qu'elle sait que c'est un travail épuisant et pourtant elle lui fait confiance pour la soutenir. Après avoir discuté avec Orga, Ken arrive au château et est accueilli par Suzune qui est ravie de voir Blurine. Alors qu'ils discutent, Ken remarque sa main meurtrie à cause de l'entraînement à l'épée et utilise la lumière de guérison sur elle, ce qui met la petite en mode ovulation. Elle demande à Ken s'il est venu la voir et il révèle nonchalamment qu'il voulait la rencontrer, elle et Kazuki. Suzune dit à Ken qu'il ne couchera jamais avec personne, puis révèle que Kazuki est parti chasser dans la forêt avec Siglis. Plus tard dans la nuit, Ken dit à Rose que lorsqu'elle lui a demandé de la rejoindre en première ligne, il avait peur, mais que maintenant il veut faire tout ce qu'il peut pour aider. Cependant, il admet qu'il ne peut pas se battre et ne peut tuer personne, car il n'est capable que d'être un soigneur. Rose dit à Ken qu'elle a toujours su qu'il était une mauviette, mais que ce n'est pas grave, car son seul rôle est de garder leurs alliés en vie. Pour la première fois, Ken commence à se sentir comme un membre essentiel de l'équipe de secours. Le lendemain, Rose le réveille, révélant que le roi lui a ordonné de rejoindre Suzune pour son entraînement à la chasse aux monstres alors qu'ils partent retrouver le reste du groupe. Ken demande à Rose pourquoi il doit soudainement rejoindre Suzune. Elle révèle que le roi lui avait aussi demandé de rejoindre le groupe de Kazuki, mais qu'elle avait refusé à sa place puisqu'il venait tout juste de rentrer de la forêt. Mais maintenant, le roi a de nouveau demandé et elle ne peut pas se permettre de refuser une seconde fois au vieil homme. Lorsqu'il retrouve le groupe de Suzune, celle-ci demande avec enthousiasme à Ken s'il a amené Blurine, ce qui la rendrait heureuse. À sa grande déception, Ken déclare franchement que Blurine n'aime que lui, donc il ne peut pas se permettre de le laisser seul. Suzune, boudeuse, tente de masquer sa gêne en présentant Ken au reste de son équipe. Haruku le chevalier et Korn le mage. Rose annonce alors à tout le groupe que même si Ken peut soigner les blessures et les empoisonnements, ses compétences ne servent à rien s'ils se font tous éjecter. Elle les met donc en garde de ne pas surestimer les capacités de Ken et de ne pas se mettre inutilement en danger. Ken regarde Rose d'un air vide, espérant recevoir une parole de sagesse qui lui serait destinée. Mais Rose l'ignore, tout comme toutes les baddies t'ignorent. Ailleurs, Kazuki s'entraîne à l'épée lorsque Celia l'intercepte et lui dit de se reposer. Il assure à la princesse qu'il va bien, ce qui pousse simplement Celia à dire que s'il veut vraiment faire de l'exercice, elle peut réserver une suite nuptiale et il pourra sortir sa grosse épée noire qu'elle adore. Pendant ce temps, alors que le groupe de Suzune arrive près de la forêt, Ken s'inquiète que Blurine puisse se sentir déprimé en retournant à l'endroit où sa famille a été assassinée. Pour l'instant, Blurine dort paisiblement sur le dos, mais soudain, Suzune essaie de le caresser. Ken l'intercepte à temps et lui dit de garder ses sales mains loin de son ours en peluche. Blurine se réveille, peu après, alors Ken lui dit de marcher tout seul. Suzune saisit cette occasion et l'invite à monter sur son dos. Cependant, au moment où il le fait, Suzune se rend compte que Blurine est un gros balourd sous forme d'ours. Une fois arrivé dans la forêt, Korn détecte immédiatement une présence malveillante et quelques secondes plus tard, le groupe se retrouve pris en embuscade par des bandits. En les voyant utiliser les mêmes répliques nulles pour faire peur, Ken se dit qu'il pourrait facilement tous les affronter, tandis que Suzune s'extasie d'excitation à l'idée de voir de vrais bandits. Elle partage cela avec Ken, révélant qu'au Japon sa plus grande peur était les modérateurs de Discord et les Whips, mais qu'à Linger il y a de vrais voyous. Voyant l'agitation, Blurine regarde les bandits avec curiosité, ce qui les effraie. Cependant, leur chef, le Roc, rassure ses compagnons en leur disant que le grizzly bleu ne peut pas leur faire de mal puisqu'il n'est qu'un ourson. Ragaillardi, ils essaient d'attraper Blurine pour sa fourrure, mais Suzune utilise la magie de la foudre pour leur donner une leçon. Épaté par ses compétences, Ken encourage Suzune à se déchaîner avec ses pouvoirs et, au cas où elle dépasserait les bornes, il utiliserait simplement sa lumière de guérison. Suivant son conseil, Suzune se donne à fond tandis que Ken l'encourage et la surnomme l'anguille humaine. Alors que le groupe s'apprête à affronter le boss final, une horde de gros surgit en trombe. L'un des sangliers fonce droit sur Suzune, mais avant qu'il ne puisse lui faire du mal, Ken s'interpose en utilisant son corps comme bouclier. Cela pousse le sanglier à les percuter tous les deux, et l'impact de l'attaque les projette vers une cascade. Ken reconnaît immédiatement la cascade de son premier voyage, alors il se prépare et avertit Suzune de se tenir prête à tomber.
Une fois arrivé sur la rive, Ken utilise lumière de guérison sur le visage de Suzune pour qu'elle ne devienne pas plus laide qu'elle ne l'est déjà. Maintenant séparé du reste du groupe et sans nourriture, Ken s'inquiète tandis que Suzune le presse d'abandonner la mission et de rentrer à Castletown. Cependant, Ken lui révèle que le temps va se gâter dans quelques heures, alors il devrait d'abord se préoccuper de trouver un abri. Sur ce, il lui demande si elle peut dormir dans les arbres comme ses ancêtres, les chimpanzés. Suzune regarde les arbres avec envie, mais révèle qu'elle a toujours voulu grimper aux arbres sans jamais le pouvoir, car on ne l'y a jamais autorisé. Soupirant, Ken dit alors à Suzune qu'il devrait simplement s'abriter dans la grotte pour l'instant. Trouvant l'idée acceptable, Suzune change de vêtements puis utilise sa magie pour attraper des poissons pour le dîner. Ensuite, Ken lui demande d'allumer un feu, ce qu'elle fait sans difficulté. À la tombée de la nuit, Ken, ravi d'avoir un peu de chaleur, enlève sa chemise et profite du feu. Pendant ce temps, Suzune regarde le corps de Ken comme si elle était Didi et lui Justin Bieber. Heureusement pour Ken, Suzune est distraite par un groupe de singes venimeux. Alors qu'elle commence à jouer avec eux, Ken panique et lui dit que les singes ont littéralement venin dans leur nom, mais Suzune ne s'en rend compte que trop tard. Pendant ce temps, Kazuki apprend de Lyode que la mission de chasse aux monstres de Suzune a mal tourné et que tous les deux, elle et Ken, sont actuellement portés disparus. Pris de panique, il annonce qu'il va se rendre lui-même dans la forêt lorsque Rose arrive et le rassure en lui disant que Ken ne mourra pas si facilement et que, par conséquent, Suzune survivra aussi. De retour dans la grotte, Ken dit qu'il devrait dormir à tour de rôle, alors Suzune lui dit de dormir en premier. Cependant, juste au moment où l'homme commence à s'endormir dans un monde de licornes et d'arc-en-ciel, elle se met à bavarder, lui demandant s'il veut retourner au Japon. Ken révèle qu'il en a envie parce que les nouilles instantanées lui manquent, malgré les brûlures d'estomac qu'elle lui donnait, mais qu'en même temps, il ne veut pas rentrer. Suzune avoue alors qu'elle ne veut pas retourner dans leur monde, car elle y menait une vie vide de sens. Elle est libérée des chaînes que la société lui imposait. En l'écoutant, Ken confie que lui aussi voulait fuir sa vie ordinaire, donc, d'une certaine manière, ils se ressemblent. Une fois qu'ils ont tous deux ouvert leur cœur, ils se font la promesse de protéger, le foyer qu'ils ont créé eux-mêmes. Le lendemain matin, Blurine parvient à retrouver la trace de Ken et le groupe est réuni, à l'exception de Korn. Soudain, Blurine tombe sur son ancienne maison, ce qui attriste Ken. Cependant, après avoir reniflé un peu partout, Blurine décide qu'il veut vivre avec Ken pour pouvoir rester un gros Chungus. Ravi par les événements, Suzune tend la main à Ken et lui dit qu'il devrait rentrer chez eux, dans celui qu'ils ont choisi. De retour à Castletown, Ken et Suzune se rendent au palais, où Lyode s'excuse de ne pas avoir envoyé d'équipe de recherche pour eux. Ils assurent au roi qu'ils vont bien, mais Ken finit par révéler que Rose l'envoie en mission dangereuse, comme si sa mère avait des enfants en réserve et que ça ne la dérangerait pas d'en perdre un. Réalisant son erreur, il essaie de rattraper la situation en disant qu'il avait l'habitude de se promener dans la forêt au Japon. Lyode lui demande alors comment il gère l'entraînement avec l'équipe de secours, ce qui pousse Ken à regarder Rose. Sachant que s'il veut garder ses bijoux de famille en sécurité, il dit nerveusement au roi qu'il apprécie l'entraînement. Rose lui adresse un sourire satisfait, ce qui confirme sa conviction que s'il avait dit le contraire, il se serait fait corriger. Le roi congédie à la fois Suzune et Ken, mais demande à Rose et Siglis de rester. Une fois sorti, Ken confie à Suzune qu'il s'inquiète de la raison pour laquelle Lyode a demandé à leurs instructeurs respectifs de rester. Soudain, Kazuki arrive en courant vers eux, suivi de près par la princesse Celia. En voyant cela, Ken dit à Kazuki qu'il a vraiment rendu la princesse folle du dragon qu'il a dans le pantalon. Kazuki ignore la remarque et les réprimande plutôt de l'avoir inquiété. Celia se joint à la conversation, se plaignant que Kazuki était tellement inquiet pour eux qu'elle n'a pas pu avoir son hot dog habituel. Suzune rit et dit à Kazuki qu'il ne devrait pas traiter une dame de cette façon. Au moment où Ken plaisante en disant à Kazuki que Suzune s'est fait mordre par un singe, elle lui couvre la bouche pour que Kazuki continue de penser qu'elle est toujours une fille forte. Plus tard, Kazuki révèle même au groupe que Rose était tellement convaincue que Ken ne mourrait pas qu'elle était prête à parier ses reins là-dessus, c'est pourquoi il ne les a pas poursuivis. Réalisant qu'il est un super ami, Ken tapote l'épaule de Kazuki et lui dit de toujours rester fidèle à ses potes. Une fois que Suzune et Ken partent se reposer, Celia dit à Kazuki que leur lien est magnifique. Pensant qu'elle parle de Ken et Suzune, Kazuki admet qu'ils se sont rapprochés, mais la princesse révèle qu'elle parlait en réalité de son lien avec Suzune. Il a toujours l'air heureux quand ils sont là, ce qui pousse Kazuki à dire que c'est parce que Ken et Suzune viennent de son monde. Submergée par l'émotion, Celia demande si cela signifie qu'il n'y a pas de place pour elle dans son cœur, puisqu'il la traite encore comme une étrangère. Stupéfait par son audace, Kazuki regarde Celia avec étonnement, ce qui la met mal à l'aise. Alors il assure à la princesse qu'il la traitera comme s'il s'agissait de sa e-girl préférée. De retour à l'intérieur du palais, Lyode déclare qu'il souhaite discuter des bandits qui ont attaqué Suzune et Ken. Son ministre, Sergio, s'avance et révèle que les bandits campèrent dans la forêt parce qu'il y avait moins de monstres que d'habitude, lorsqu'ils ont soudainement été attaqués par une bande de sangliers volants.
Lyod fait remarquer que si l'on prend en compte le témoignage des bandits, cela signifie que les sangliers fuyaient quelque chose de terrifiant qui se dirige droit vers Linger. Désormais alerté, Siglis se demande si l'armée du roi démon approche. Lyod admet que cela pourrait être le cas, alors il demande à Siglis d'avertir toutes les unités et de se préparer au combat. Une fois que le ministre et le commandant de la nuit sont partis s'occuper de leurs ordres respectifs, le roi Lyod se tourne vers Rose et lui dit qu'il veut qu'elle parte en mission dangereuse. Rose comprend immédiatement et dit qu'elle sait qu'il veut qu'elle découvre où se trouve l'armée du roi démon. Lyod s'excuse de la mettre en danger, mais Rose le rassure en disant que, puisqu'elle est en quelque sorte la goth de cette nation, elle partira immédiatement. Avant qu'elle ne se tourne pour partir, Lyod lui demande de reconsidérer le fait de diriger ses troupes, mais elle refuse l'offre, affirmant qu'elle n'est pas aussi pure de cœur qu'il le pense. Lyod pousse un soupir et lui demande pourquoi elle se dévalorise autant. Remplie de colère, Rose rappelle au roi que la dernière guerre qu'elle a menée lui a coûté la vie de ses compagnons les plus fidèles. Même si elle souhaite oublier et aller de l'avant, son œil gauche restera toujours un rappel de ce qu'elle a perdu. Lyod essaie de la rassurer en lui disant que ce n'était pas sa faute, mais Rose n'est pas d'accord, affirmant qu'elle a été arrogante de croire qu'elle pouvait diriger un bataillon à elle seule. C'est pourquoi elle travaille désormais pour l'équipe de secours, qui se concentre sur le sauvetage des autres. Lyod admet que l'équipe de secours est précieuse, car elle a sauvé beaucoup de leurs hommes lors de la récente bataille de la garde-robe, mais Rose révèle qu'elle a un but caché. Elle a créé l'équipe de secours afin d'avoir un subordonné qui ne mourrait pas sous ses ordres. Choqué, le roi affirme qu'une telle chose n'est pas humainement possible. Cependant, Rose affirme qu'un entraînement strict, associé à la magie de guérison et à la force mentale, a finalement fait de Ken son subordonné idéal. Il est devenu quelqu'un sur qui elle peut compter. Ce soir-là, Ken retourne au cottage lorsqu'un des PNJ, nommé Gomul, lui dit que Rose lui a demandé de lui remettre une lettre. Ailleurs, Amila pousse ses subordonnés à construire un pont malgré le mauvais temps qui entrave leur travail. Le chevalier noir, voyant cela, dit à Amila qu'elle est insupportable, ce qui l'énerve. Elle réprimande la grosse boîte de conserve, qui lui répond nonchalamment que les autres chefs de l'armée sont bien plus cool qu'elle, puis s'éloigne en la laissant fulminer. Irilek essaie de jouer les preux chevaliers, mais Amila l'envoie balader. À la place, elle concentre son énergie sur le pont, car son achèvement lui permettra de conquérir le royaume de Linger pour son maître. Soudain, un des subordonnés informe Amila qu'ils ont repéré un éclaireur ennemi. Toujours aussi arrogante, elle affirme que cela n'a aucune importance, car le pont est sur le point d'être terminé, et qu'en quelques heures, ils seront à l'intérieur de Linger. Soudain, un tronc d'arbre est lancé sur le pont, détruisant toute la structure. Submergée par la colère, Amila hurle le nom de Rose, qui s'enfuit avant de pouvoir être attrapée. Au matin, Ken se rend dans la ville du château pour remettre la lettre. Il arrive dans une clinique où il est accueilli par une fille laide et maladroite qui prétend le connaître grâce à son frère, Orga. Elle se présente sous le nom de Fleur et annonce qu'elle est à l'âge où elle veut qu'il féconde ses œufs. Gêné, Ken essaie de détourner son attention en demandant des nouvelles de son frère, alors Fleur l'emmène voir Orga qui s'occupe d'un jeune patient. Une fois qu'il a terminé, il salue Ken, qui lui remet la lettre de Rose. Pendant qu'Orga lit la lettre, Fleur confie à Ken que l'entraînement avec Rose lui manque, révélant que lorsqu'elle et Orga ont rejoint l'équipe de secours était encore nouvelle et Rose était toujours enthousiaste à l'idée de leur enseigner. Finalement, ils se sont lassés de l'entraînement éprouvant de Rose et en sont même venus à la craindre. Soudain, un paysan vient en urgence prévenir Orga et Fleur qu'un toit s'est effondré, blessant plusieurs personnes. Ils se précipitent tous dehors immédiatement, tandis qu'Orga demande l'aide de Ken. Légèrement nerveux, Ken pense qu'il n'a jusqu'à présent soigné que des blessures mineures, jamais aussi graves que des plaies ouvertes, mais il doit désormais se préparer à ce genre de situation car la guerre approche. Percevant son hésitation, Orga encourage Ken à croire en lui. Cela lui rappelle que Kazuki lui a dit que Rose avait une confiance aveugle en lui, alors Ken se concentre sur la blessure de l'homme et parvient à le soigner. Plus tard, il remercie Orga et rentre chez lui, tandis qu'Orga révèle à Fleur que c'est Rose qui lui a écrit la lettre pour l'informer de la guerre imminente. En chemin, Ken croise une mystérieuse jeune fille qui lui demande de regarder dans ses yeux, car lui seul peut changer l'avenir. Ne comprenant pas ce qui se passe, Ken regarde et voit le chevalier noir semer la mort parmi les soldats de Linger, y compris Suzune et Kazuki. La prémonition prend fin alors que Ken prend une profonde inspiration. La mystérieuse jeune fille s'enfuit après lui avoir dit que lui seul peut sauver tout le monde. Après s'être remis du choc, Ken essaie d'en savoir plus et se lance à la poursuite de la jeune fille, tandis qu'elle l'observe en secret, espérant qu'il trouvera un moyen de tous les sauver de la ruine. Après l'avoir cherché partout, Ken demande à Thomas s'il a vu une fille laide avec des oreilles de furie. Soudain, Rose arrive et demande à Ken pourquoi il traîne ainsi. Thomas, qui a peur des mamans à gros melons, s'enfuit aussitôt en voyant Rose. Ken se moque de Rose, affirmant que son minou doit sûrement être couvert de toiles d'araignée puisque aucun homme ne veut coucher avec elle. Bien sûr, Ken se prend une raclée bien méritée de sa part et une fois qu'elle l'a remis à sa place, il lui demande ce qu'elle a fait dernièrement. Rose révèle qu'elle était en mission de reconnaissance à la périphérie de Linger.
Elle l'informe qu'elle a facilement déplacé un pont, ce qui pousse Ken à dire qu'il n'y a qu'une maman musclée comme elle pour faire une chose pareille. Rose n'apprécie pas du tout la remarque aguicheuse, alors elle punit de nouveau Ken. Plus tard, sur le chemin du retour, Ken lui demande si elle sait quelque chose à propos d'une fille avec des oreilles de renard. Rose révèle qu'une fille bête avec cette apparence est arrivée à Linger il y a 2 ans, ce qui a surpris beaucoup de monde car elle était très jeune. Lorsque Ken lui demande pourquoi, Rose l'informe que les filles bêtes sont attirantes et possèdent des capacités magiques, ce qui en fait la cible de nombreux ravisseurs. En entendant cela, Ken demande s'ils peuvent aussi montrer à quelqu'un ce que l'avenir réserve et Rose révèle qu'il existait une tribu de demi-bêtes connue sous le nom de Oracle du Temps qui pouvaient voir l'avenir, mais qu'ils sont désormais rares et généralement protégés par d'autres clans de demi-bêtes. Lorsque Rose lui demande pourquoi il pose toutes ces questions, Ken ment et dit qu'il était simplement curieux. Elle décide de ne pas le pousser à parler davantage et part rencontrer le roi Lade seul. À son arrivée, elle informe Lade et Siglis de ce qu'elle a vu et fait. Lade la remercie d'avoir retardé l'ennemi, mais Rose insiste sur le fait qu'ils n'ont pas de temps à perdre, car Amilal construira rapidement le pont et infiltrera leur territoire. La pièce tombe dans le silence. Comprenant la gravité de la situation, le roi Lade annonce alors qu'il informera les soldats et les civils de ce qui les attend, et demande à Siglis de convoquer les 2 héros. Alors que Kazuki et Suzune se dirigent vers la salle royale, ils croisent Celia qui les salue tous les deux. En la voyant, Kazuki s'embrouille et finit par être beaucoup trop formel avec elle. Celia, blessée par le comportement inchangé de Kazuki, s'enfuit discrètement, ce qui pousse Suzune à demander à Kazuki s'il caresse le chat royal. Quelques heures plus tard, Ken se tourne et se retourne, incapable de dormir, lorsqu'il remarque des boules lumineuses à l'extérieur de sa fenêtre. En enquêtant, il découvre que Kazuki l'appelle. Les 2 garçons s'assoient ensemble alors que Kazuki avoue enfin qu'il est absolument terrifié à l'idée d'aller au combat. Il révèle aussi que, lorsqu'il chassait des monstres, ses jambes se sont figées de peur, ce qui lui a fait prendre conscience à quel point il est faible. Après l'avoir écouté, Ken admet que Kazuki est le gars le plus cool qu'il connaisse. Au Japon, il restait toujours calme sous la pression, alors il pensait qu'il ne devait jamais avoir peur, mais maintenant il sait qu'il est aussi humain que lui. Kazuki regarde Ken avec surprise, qui lui assure qu'il est normal de flancher. Il n'a pas toujours besoin de répondre aux attentes des autres. Kazuki lui demande alors ce qu'il ressent à propos de la bataille, et Ken admet que, même s'il a peur, il affrontera les forces du roi démon de front. Encore sous le choc, Kazuki demande pourquoi il n'a pas peur, surtout qu'il est venu dans ce monde uniquement parce que le dieu du scénario n'a pas utilisé le bon vieux truc Kun. Ken explique qu'il ne veut pas perdre de temps à penser à ça, car il est ici maintenant et il a l'intention de sauver les personnes qui lui sont chères, ce qui l'inclut lui aussi. En entendant cela, Kazuki se met une double gifle et déclare qu'il s'est comporté comme un loser, mais que maintenant il va sortir ses couilles et protéger ceux qu'il aime. Le lendemain matin, le roi Lade prononce un discours qu'il a copié du commandant Erwin. Naturellement, tous les soldats sont remplis d'énergie et prêts à sacrifier leur vie. Le jour de la bataille, Kazuki, vêtu d'une armure, vient rencontrer Celia. Il s'excuse de déranger, mais la princesse lui dit qu'elle est heureuse de le voir. Pendant ce temps, Ken observe Fleur qui fait de son mieux pour caresser Blurine, qui est bien trop Sigma pour elle. Orga révèle alors que, comme c'est la première guerre de Fleur, elle fait tout pour se distraire. Tong arrive et dit à Ken que Rose veut la voir dans sa chambre, ce qui le fait se demander si c'est enfin l'heure de la reproduction. Cependant, lorsqu'il arrive, Rose lui fait la leçon en lui disant d'être intelligent sur le champ de bataille, car il doit décider qui prioriser en temps de crise. Sur ce, elle lui dit de porter l'uniforme officiel, ce qu'il accepte fièrement. Rose admet qu'il ne porte bien l'uniforme que parce que son corps est tout musclé. Elle le prévient ensuite de ne pas mourir, sinon elle lui donnera des coups dans les parties jusqu'à ce qu'elle devienne bleue et noire. Cela dit, toute l'équipe de secours, y compris Fleur et Orga, s'installe dans une calèche pour rejoindre leur campement désigné. En chemin, Ken demande à Rose ce que sont les démons et elle révèle qu'il s'agit en gros d'humains qui n'étaient pas satisfaits de leur petit zizi. Alors ils ont décidé de s'accoupler avec des taureaux. Ainsi, ils sont devenus des demi-humains avec des cornes. Cependant, ils possèdent également plus de mana et de force physique que les êtres humains. Pour effrayer davantage Ken, Rose révèle que leurs soldats ordinaires peuvent facilement affronter seuls leurs chevaliers d'élite. Sur ce, elle lui demande s'il a peur maintenant, mais Ken répond malicieusement qu'il connaît quelqu'un de bien plus brutal que les démons. Rose comprend tout de suite qu'il parle d'elle et l'insulte. Ken fait la moue et dit à Rose que ce n'est pas juste qu'elle ne supporte pas une petite plaisanterie. En réponse, elle lui lance le même regard que ta mère te donne après avoir vu ton bulletin scolaire. Il y a 5 ans, le roi Lade réunit ses chevaliers et ministres les plus importants et les informe de la présence de démons aperçus dans la forêt près de Lingar. Il leur ordonne à tous de rester vigilants et de s'entraîner plus durement, car les démons sont plus forts que les humains. Une fois la réunion levée, Siglis demande à Rose ce qu'elle pense de la situation. Elle répond que les démons veulent probablement étendre leur territoire. En entendant cela, Siglis décide de soumettre ses hommes à un entraînement strict, ce qui pousse Rose à se moquer de lui en le traitant de rabat-joie. Sur le chemin du retour,
Rose se perd dans ses pensées, tandis qu'une gamine aux cheveux violets essaie d'attirer son attention. Finalement, elle reçoit une tape amicale de la part de Rose, ce qui la fait pleurer. La soi-disant Howl, un nom de weeb, se plaint que sa maîtresse est bien trop méchante, ce qui lui vaut une autre tape. Les deux marchent ensemble tandis qu'Howl explique que si des démons apparaissent à l'Ingard, elle leur jettera simplement l'eau du bain de Belle Delphine dessus, ce qui les exorcisera. En l'entendant se moquer de la situation, Rose la prévient que sous-estimer un ennemi est toujours fatal. Elles arrivent au cottage où Rose annonce à son escouade qu'elle va leur imposer un emploi du temps strict et qu'ils peuvent remercier Howl pour cela. En quelques secondes, tout le groupe se ligue contre Howl, prêt à la passer à tabac jusqu'à ce qu'elle apprenne à fermer sa grande bouche. Une semaine plus tard, Lade informe Rose que les démons mènent des attaques organisées près de la périphérie de l'Ingard. Il lui demande de rester très vigilante et même d'utiliser la force si nécessaire. Rose accepte les ordres et transmet ensuite la mission à son escouade. Elle leur annonce également que, puisque cette mission est de la plus haute importance, elle se joindra à eux. En entendant cela, le groupe se réjouit, affirmant que si elle est présente, ils n'ont pas à s'inquiéter de se blesser puisqu'elle peut les soigner instantanément. Le lendemain, ils s'enfoncent dans la forêt sombre où Howl annonce son plan de fouiller le côté ouest de la forêt. Comme personne ne s'oppose à elle, elle leur demande s'ils veulent faire quelques remarques piquantes. À sa grande surprise, tout le monde lui assure qu'ils lui font confiance pour leur vie. Plus tard dans la nuit, alors que tous ses coéquipiers dorment, Howl demande à Rose pourquoi elle l'a choisie comme commandante adjointe. Elle poursuit en disant qu'elle a toujours été une fille têtue qui n'écoutait jamais ses supérieurs si leurs ordres ne lui convenaient pas. Cela jusqu'à ce qu'elle la rencontre et que ses jours de sale gosse soient terminés. C'est pour cela qu'elle la respecte autant. Cependant, Rose, fidèle à son côté tsundere, donne une pichenette à Howl si forte qu'elle l'envoie valser. Cependant, elle dit tout de même à Howl qu'elle l'a choisie comme commandante adjointe en toute confiance parce qu'elle n'a jamais abandonné. Juste au moment où Howl est sur le point de s'émouvoir, son escouade se réveille et lui assure qu'ils l'aiment tous, mais qu'ils ne l'incluront pas dans le groupe de discussion. Le lendemain, Rose et son escouade assistent à la capture d'une bande de loups monstres par un groupe de démons. Leur chef, Nero, détecte instantanément leur présence, ce qui pousse Rose à se révéler. Elle leur dit qu'elle ne veut pas de conflit, mais Nero répond qu'il est trop tard pour ça, et une véritable bataille éclate entre les deux groupes. Rose et Nero se ruent l'un sur l'autre à toute vitesse. Le démon, grâce à sa magie du vent, tente de vaincre Rose, qui utilise sa guérison et sa force surhumaine pour se défendre. Cela pousse Nero à reconnaître la valeur de son adversaire et à invoquer son épée noire pour l'abattre. Pendant ce temps, Howl et les autres découvrent rapidement la force d'un simple soldat démon. Cependant, malgré les difficultés, ils se donnent pour objectif de montrer à leurs ennemis la puissance de l'escouade de Rose. De retour à l'affrontement principal, Rose observe l'épée étincelante et se rend compte qu'elle est imprégnée d'une malédiction, ce qui signifie qu'elle ne doit absolument pas laisser Nero la toucher avec. Affermissant sa détermination, elle frappe Nero si fort qu'il est obligé d'admettre à Rose qu'il n'est qu'un froussard comparé à elle. Il explique qu'ils n'étaient pas bien préparés, étant donné qu'ils étaient simplement partis chasser des monstres, mais qu'ils se retrouvent maintenant submergés par un groupe d'humains. Agacée, Rose lui demande pourquoi il bavarde autant en plein combat, ce qui pousse Nero à repartir dans un autre monologue sur le fait que les humains, autrefois puissants et redoutables, sont désormais faibles et impuissants. Après être rentrée chez elle, Rose s'autorise à faire son deuil correctement pour la première fois. Un mois plus tard, Siglis rend visite à Rose. Elle lui révèle que même le roi est venu dans sa modeste demeure pour s'assurer qu'elle ne mette pas fin à ses jours. Rose l'interrompt aussitôt et affirme qu'il était insensé de sa part de sous-estimer elle et son escouade. Nero reconnaît son erreur, admettant qu'elle pourrait bien être leur plus grand obstacle dans la réalisation de leurs rêves. Curieuse, Rose demande de quel rêve il parle, et Nero lui révèle alors que leur seigneur démon va bientôt se réveiller, et que par sa grâce, ce monde connaîtra l'ère des démons. Rose est stupéfaite en voyant Nero se transformer en un rouquin cheaté. De la même manière, ses subordonnés affichent leur propre détermination en éliminant 2 membres de l'escouade de Rose. Un par un, ils commencent tous à tomber morts, remplissant Rose d'horreur. Elle réalise qu'elle ne va pas s'en sortir, tandis que Nero déclare sombrement qu'il a ordonné à ses hommes de mourir en combattant, c'est pourquoi ils se battront jusqu'à leur dernier souffle. Son esprit commence à se briser, et en représailles, Rose tente d'attaquer Nero, mais il finit par la rendre aveugle d'un œil. Désespérée de reprendre le contrôle de son corps, Rose essaie de soigner sa blessure, mais Nero lui dit que c'est inutile car son épée peut temporairement bloquer la magie. En arrière-plan, ses coéquipiers, tous grièvement blessés, crient à Rose de les soigner, mais elle se retrouve impuissante. Au moment où Nero s'apprête à l'achever, Howl arrive à temps et protège Rose au péril de sa propre vie. Le champ de bataille tombe dans le silence alors que la féroce Rose d'autrefois tombe à genoux, réalisant que tous ses amis fidèles ont péri alors qu'elle est encore en vie. Se remémorant des souvenirs du passé, Rose se maudit, sachant que ses alliés lui avaient confié leur vie. Ils pensaient être invincibles tant qu'ils avaient leur commandante à leur côté, car chaque blessure était temporaire grâce à sa lumière guérisseuse. Mais maintenant, elle les a laissés tomber et il n'y a plus de retour en arrière possible.
Entendant ces lamentations, Nero dit à Rose qu'il n'oubliera jamais ses camarades tombés au combat, car ils se sont battus vaillamment jusqu'à la fin. Désormais furieuse, Rose inflige à Nero le traitement réservé aux maris des années 90 en le rouant de coups. Elle déclare avec colère qu'il est un lâche qui a ordonné à ses hommes de sacrifier leur vie pour une mission dénuée de sens. Saisissant son épée, elle continue de passer Nero à tabac. Au moment où elle s'apprête à l'abattre, son corps commence à lâcher. Rose tente de se surpasser, déterminée à venger ses alliés, lorsqu'une jeune Amila surgit des arbres, désespérée de sauver son maître. En la voyant, Nero réprimande Amila d'être sortie de sa cachette, ce qui déroute Rose puisque Nero venait tout juste de sacrifier toute son escouade sans hésiter. Amila parvient à libérer Nero et alors qu'elle tente de l'emmener, Rose lui crie d'arrêter. Cependant, en elle, elle voit Hall, ce qui affaiblit son cœur et permet à Amila de traîner Nero en sécurité. Soudain, Rose entend Hall l'appeler. Elle se précipite à ses côtés et tente de soigner sa blessure, mais Hall sait que c'est inutile. Elle rassure Rose en lui disant qu'elle n'a aucun regret et qu'elle n'aurait pas souhaité une autre fin. Sur ces mots, Hall cesse de respirer et le lendemain, Rose fait un compte rendu sans émotion au roi Lyode et aux autres de l'arrivée du roi démon. Une fois son rapport terminé, elle demande au roi de lui retirer son titre de chevalier, car elle n'a plus la volonté de se battre. Sur le chemin du retour, Rose est accueillie par les parents de Josh, un chevalier mort en se battant pour elle. Submergée par la culpabilité, elle s'excuse auprès des parents qui la remercient d'avoir ramené leur fils à la maison, leur permettant ainsi de lui dire adieu. Sur ce, elle avoue avoir envisagé de rejoindre ses alliés dans l'au-delà. Cela inquiète Siglis, qui attrape Rose par le col. Elle le rassure en lui disant qu'elle ne fait qu'y penser et qu'elle n'est pas encore complètement déprimée. Après l'avoir relâchée, Siglis remarque que ses cicatrices sont en train de guérir. Rose révèle que la malédiction de l'épée de Nero a toujours été censée être temporaire. Lorsqu'il lui demande pourquoi elle ne guérit pas son œil dans ce cas, elle devient silencieuse. Siglis s'en va, sachant qu'il n'y a pas qu'une seule case en moins chez Rose. Mais plus tard, Rose attrape son œil, affirmant que son œil brisé est la preuve de son péché, celui d'avoir laissé mourir ses camarades. Elle sait aussi qu'au final, elle ne peut pas choisir de mourir, car Hall a sacrifié sa vie pour la sauver. Alors elle se demande si elle devrait consacrer sa vie à la vengeance. Cependant, cette idée ne lui convient pas. Soupirant, elle essaie de se détendre, mais tout ce qu'elle voit, ce sont les souvenirs de ses camarades tombés au combat. Rose se demande quand elle est devenue aussi faible, lorsqu'une Hall imaginaire apparaît devant elle en disant que s'ils étaient tous là, ils riraient de la voir aussi ridicule. Elle lui rappelle de toujours rester la même, car c'était son dernier vœu. Rose commence à pleurer, sachant qu'elle ternit la mémoire de ses camarades morts. À ce moment-là, elle jure de ne plus jamais se laisser devenir aussi faible. Elle réalise aussi que, dans un avenir proche, il y aura une bataille massive entre les démons et les humains. Mais lorsque cette bataille aura lieu, elle sera là pour soigner les blessés, veillant à ce que personne ne meure sous sa surveillance. Dans le présent, Rose dit soudainement à Ken qu'elle est heureuse de la voir. Surpris, il lui demande si elle a enfin couché la nuit dernière, mais Rose ricane et affirme qu'il n'a aucune idée de combien il est précieux pour elle. Essayant toujours de deviner pourquoi elle est si gentille, Ken lui demande si son concombre la fait jouir, ce qui lui vaut un coup de poing dans le ventre. Rose déclare qu'elle a toujours voulu un subordonné comme lui, alors elle est extrêmement heureuse de l'avoir trouvé. Le lendemain, Ken sort de sa tente, nerveux à l'idée de la bataille à venir. Dehors, il croise Suzune et Kazuki, qui remarquent que, puisqu'ils portent le même uniforme que Rose, ils ressemblent maintenant à ce couple gênant. Ignorant leur pique, Ken leur demande pourquoi ils sont debout si tôt, et Suzune révèle qu'ils allaient faire une promenade matinale car ils ne veulent pas devenir des tordus bandeurs de loli comme toi. Elle lui demande alors ce qu'il pense de sa nouvelle armure, puisque Ken ne s'intéresse qu'à ce qu'il y a sous tout ce métal. Il exprime son désintérêt, mais Suzune continue de bavarder sur le fait que cette armure est conçue sur mesure pour soutenir sa magie de foudre. Lorsqu'elle a fini, Ken lui dit d'utiliser sa bouche à meilleur escient en lui apportant un soutien oral. Rose se fâche et dit à Ken qu'elle le torturera en le forçant à regarder Boku no Pico après la bataille. À ce moment-là, Ken commence à craindre Suzune plus que n'importe quelle guerre qui l'attend. Il crie à Kazuki de venir l'aider, et son pote arrive aussitôt pour dire à Suzune de calmer sa tigresse, car Cyclus les appelle. Arrivé sur place, Cyclus informe les héros que l'armée du roi démon sera là dans 1 heure, et que lorsqu'ils arriveront, ils essaieront d'abord de les embrouiller en lançant une attaque magique. Cela leur donnera un avantage sur les soldats ennemis au combat. Cyclus exhorte également les 2 héros à s'assurer de ramener les têtes de leurs ennemis. Suzune, avide de carnage, promet de rapporter de bonnes nouvelles au roi Lyode. Alors que Kazuki et Suzune prennent position, il lui demande si elle est en train de se faire pipi dessus. Suzune affirme avec assurance qu'elle ne se fait pas pipi dessus, mais qu'en réalité, elle fait caca dans son pantalon. Cependant, elle admet aussi qu'elle ne peut s'empêcher de ressentir une certaine excitation. Cela pousse Kazuki à remarquer qu'elle a vraiment fait du chemin depuis la fille qu'il connaissait au Japon. En entendant cela, Suzune reconnaît que son ancien moi a disparu et que cette nouvelle version d'elle-même a même été acceptée par Ken. Se sentant exclu, Kazuki demande pourquoi ils l'ont laissé toter, ce qui la fait rire.
Pour le taquiner davantage, elle dit à Kazuki que s'il retourne un jour au Japon, elle le laissera découvrir la nouvelle elle. Et sur ces mots, la bataille commence. Les mages lancent leur magie sur l'armée du roi démon, tandis que Kazuki et Suzune les soutiennent avec leur propre pouvoir. Cependant, ils découvrent rapidement que les démons les ont trompés grâce à la magie d'illusion. De retour avec l'équipe de secours, Rose demande à Tong et au PNJ en noir de ramener les blessés au camp. Se tournant vers Orga et Fleur, elle déclare que leur devoir est de s'occuper des blessés. Haruka les protégera, mais en cas d'urgence, ils devront avant tout sauver leur propre peau. Enfin, elle se tourne vers Ken et lui dit qu'ils ne participeront au champ de bataille que lorsque leurs soldats ne seront plus en état de se battre. D'ici là, ils soigneront et aideront Orga et Fleur. À peine Rose a-t-elle fini de donner ses ordres que Tong amène un soldat blessé. En la voyant, les mains de Ken se mirent à trembler. Il se ressaisit et commence à faire son travail lorsque la chevalière blessée révèle qu'elle a été projetée par un serpent géant. Ken se fige instantanément, sachant qu'il s'agit probablement du même monstre serpent que celui qu'il a rencontré dans la forêt des ténèbres. Pendant ce temps, sur le champ de bataille, Bulgina continue de terroriser les soldats de Linger. Témoin de la scène de loin, le chevalier noir traite les humains de pathétiques lorsqu'un soldat ose le blesser. Malgré le fait de l'avoir poignardé, le soldat finit par rencontrer la mort tandis que le chevalier noir se régénère automatiquement. Alors que le courageux soldat rend son dernier souffle, il tente d'avertir les autres du danger qui les attend. Le chevalier noir le traite de parasite pour s'accrocher à sa misérable vie et s'apprête à l'éliminer. L'un des PNJ lance une série de bombes puantes et parvient à emporter le soldat blessé avec lui. Au début, le chevalier noir est surpris, mais il se souvient ensuite qu'Amila lui a parlé des soi-disant ravisseurs. Cela le fait ricaner sombrement alors qu'il prévoit de semer la mort sur eux. De retour auprès de l'équipe de secours, Rose dit à Ken qu'il est temps pour eux de rejoindre le champ de bataille et lui demande s'il est nerveux. Ken ricane et affirme qu'il était né pour ça. Sur ce, les deux soigneurs foncent dans la bataille en courant façon Naruto, lorsque Rose lui dit qu'un soldat blessé a marmonné quelque chose à propos d'un chevalier vêtu d'une armure noire. Soudain, Ken se rappelle la vision que la mystérieuse fille renard lui a montrée. Il essaie de chasser la peur et l'anxiété qu'il a ressentie en voyant cette scène, lorsque Rose lui donne un conseil pour l'aider à se concentrer. Il la remercie et les deux partent chacun de leur côté. Pendant ce temps, Kazuki et Suzune se retrouvent face au chevalier noir. Kazuki, qui fait l'imbécile, attaque le monstre malgré l'opposition de Suzune et se fait blesser. Suzune remarque alors que le chevalier noir possède la magie de réflexion. Si elle lance une attaque contre lui, c'est elle qui sera blessée à la place. Après avoir observé le chevalier noir, Suzune en vient à penser que s'il l'attaque par derrière, il ne pourra pas utiliser ses pouvoirs de réflexion. Elle essaie donc de mettre sa stratégie en pratique et, au début, Suzune croit avoir réussi jusqu'à ce que le chevalier noir la traite de crédule. Quelques secondes plus tard, Suzune découvre Kazuki empalé sur l'épée du monstre comme un mouton mort, tandis qu'elle-même saigne abondamment. Le chevalier noir dit alors à Suzune de garder ses théories pour Reddit, car tout ce qu'elle croit à son sujet est faux. Il peut utiliser son pouvoir de réflexion à volonté et il n'existe tout simplement pas une âme capable de le vaincre. Suzune est envahie par la peur. Elle voit Kazuku allongé inconscient dans une mare de sang, tandis que le chevalier noir les traite nonchalamment de bandes de mauviettes. Suzune finit par craquer et se remémore la première fois où elle a rencontré Ken. C'est à ce moment-là que leurs vies ont changé à jamais. Elle était heureuse de se retrouver dans un autre monde, car elle pouvait enfin échapper à ceux qui attendaient d'elle qu'elle soit toujours au top. Mais ce qui a vraiment guéri sa tristesse, c'est que Ken l'accepte telle qu'elle est. Pendant ce temps, les soldats de Linger pleurent de panique en voyant leur héros tomber au combat. Les démons, pensant avoir gagné, pressent le chevalier noir d'en finir une bonne fois pour toutes avec les héros. Mais alors que le chevalier noir s'apprête à porter un coup fatal, Ken arrive et assène une attaque si puissante qu'elle fait valser l'ennemi au loin. Se tournant vers ses amis, Ken les regarde avec horreur, se demandant s'il n'est pas arrivé trop tard. Sans attendre une seconde de plus, il utilise la lumière de guérison et, quelques instants plus tard, Rose reprend connaissance. Cependant, leurs inquiétudes sont loin d'être terminées, car le chevalier noir se met à hurler de colère. À la stupéfaction générale, il découvre que le redoutable chevalier noir est en réalité une fille. Lorsqu'elle tente de s'en prendre à eux, Ken attrape ses amis et s'enfuit vers un endroit sûr. En chemin, il rassure Rose en lui disant que les blessures de Kazuki sont presque guéries et qu'il devrait bientôt se réveiller. Suzune le remercie puis explique à Ken le pouvoir de réflexion du chevalier noir. Cependant, elle souligne que son attaque précédente l'a clairement rendu salé, ce qui signifie que ça a fonctionné. Au début, Ken se plaint qu'avoir un tel pouvoir c'est carrément de la triche et qu'il aurait préféré être réincarné en collant de gothique sexy. Il ne faut pas longtemps au chevalier noir pour rattraper Ken et son équipe. D'une voix empreinte de vengeance, elle dit à Ken qu'elle va lui faire payer de l'avoir blessé plus tôt. Il déglutit, sachant qu'il ne veut en réalité pas affronter le chevalier noir, mais tant qu'elle reste sur le champ de bataille, il ne pourra pas faire son travail de soigneur. Alors Ken rassemble son courage et demande à Suzune de veiller sur Kazuki. Sur ce, il court vers le chevalier noir qui utilise son armure pour l'attaquer.
Mais à sa grande surprise, ses pointes mortelles s'avèrent inutiles contre Ken. Pendant ce temps, Kazuki se réveille et Suzune lui explique comment leur ami loser est arrivé à temps et les a sauvés d'une tasse de thé avec le peintre allemand en enfer. Kazuki regarde alors Ken se battre en tête-à-tête avec le chevalier noir, étonné que ses attaques n'aient aucun effet sur Ken. Alors que les deux héros observent le combat de loin, ils réalisent que la kryptonite du chevalier noir, c'est la magie de soin de Ken. Cela fait rire Suzune, qui affirme que c'est définitivement la mauvaise façon d'utiliser la magie de soin. Pendant ce temps, la gamine Emo devient folle après avoir encaissé coup sur coup. Elle libère une quantité effrayante de mana, mais Ken rassure ses amis en leur disant qu'il gère la situation et court vers le cœur de l'armure du chevalier. Puis, utilisant un coup de poing de soin, il détruit complètement son armure et remporte la victoire. Ken soigne rapidement les autres soldats blessés, qui lui révèlent que, depuis qu'il a vaincu le chevalier noir, l'armée démoniaque s'est rapidement repliée, effrayée par sa puissance. En entendant cela, Ken regarde le chevalier noir inconscient, qui ressemble maintenant à une vilaine fille d'OnlyFans qui s'est fait démolir par 10 mecs. Heureux, Ken savoure sa gloire lorsque Suzune lui demande des explications sur le coup de poing de soin. Il déclare humblement que c'est une technique que Rose lui a apprise juste avant le début de la guerre. Après l'avoir entendu jacasser, Suzune le remercie de les avoir sauvés d'une mort certaine infligée par un démon de 4 pieds de haut. Soudain, Rose arrive et Suzune s'excuse, laissant Rose prendre des nouvelles de Ken. En apprenant qu'il a vaincu le chevalier noir et sauvé les héros, Rose félicite Ken pour son bon travail et lui dit qu'il devrait battre en retraite. Ailleurs, Amila apprend que le chevalier noir a été capturé. Ses yeux s'écarquillèrent de stupéfaction lorsqu'elle demande à l'informateur si c'était Rose, mais il lui révèle qu'il s'agissait d'un homme aux cheveux émaux. Frustrée, elle se tourne vers Hirilek et lui dit qu'ils vont retirer leurs troupes jusqu'à ce qu'elle ait plus d'informations sur le garçon qui a vaincu son meilleur atout. Avant qu'Hirilek ne puisse rappeler Baljinak, il voit Kazuki et Suzune éliminer son précieux reptile. Pendant ce temps, Rose et Ken soignent les blessés lorsqu'elle lui dit que sans lui, ses amis seraient morts et qu'ils auraient été du côté des perdants. À ce moment-là, Ken réalise que tout cet entraînement intensif que Rose lui a fait subir était pour le préparer à ce jour. Lorsqu'il commence à sangloter, Rose lui met une capuche pour pouvoir bloquer la vue de son visage disgracieux. Après avoir pleuré comme un perdant, Ken tombe sur les seins maternels de Rose. Elle se rend compte qu'il n'a plus de mana et lui accorde un moment privilégié avec ses coussins de poitrine, une chose que vous, les losers, ne connaîtrez jamais, même dans votre prochaine vie. De retour dans son humble demeure, Ken se plaint à son labubu de la dureté de la guerre. Cependant, il retrouve le moral à l'idée de recevoir une récompense du roi Lyode, car autrefois il était si stupide qu'il aurait pu rater son propre test sanguin. Blurine ignore tout ce que Ken raconte et continue de manger ses encas préférés, ce qui fait réaliser à Ken que son gros ours est devenu encore plus rond qu'avant. Soudain, Gomul arrive et annonce à Ken qu'il est de nouveau convoqué par le roi. Avant de partir, il avertit aussi Ken de faire attention sur le chemin. Déconcerté, il demande à Gomul ce qu'il veut dire par là, mais le PNJ refuse d'en dire plus. Ken comprend vite ce que Gomul voulait dire, car dès qu'il arrive dans la ville du château, il est submergé par les civils qui le félicitent pour son courage. Il lui offre toutes sortes de friandises, ce qui le rend nerveux, mais parmi eux se trouve la mystérieuse fille renard qui ignore Ken et se fraye un chemin hors de la foule. Après s'être enfin libéré, Ken arrive au château où Heroku le remercie d'avoir sauvé ses camarades sur le champ de bataille, et en réponse, Ken lui demande de ne pas être aussi formel avec lui. Il dit aussi à Heroku qu'il a toujours été un garde du corps fiable et lui exprime sa gratitude pour ses services. En entendant Ken le complimenter, Thomas surgit de nulle part et commence à chanter les louanges d'Heroku, ce qui le met mal à l'aise et il demande à Ken d'entrer dans ce fichu palais, tout simplement. À son arrivée, Siglis et le roi Lyode demandent à Ken de les aider à interroger la chevalière noire, rappelant qu'en dessous de son effrayante armure, elle n'était qu'une petite fille. Ken demande s'ils ont des difficultés avec elle. À sa grande surprise, Siglis révèle que la chevalière noire n'éprouve aucun attachement pour l'armée des démons et s'est montrée très coopérative. Cependant, ils ont encore besoin d'obtenir des informations cruciales d'elle, qu'elle a refusé de leur donner car elle souhaite que ce soit lui qui l'interroge. En descendant vers le donjon, Ken est accompagné par Suzune et Siglis. Lorsque Ken lui demande pourquoi elle les accompagne alors qu'elle a été inutile, Suzune déclare fièrement qu'elle est prête à servir de bouclier humain si la situation dégénère. Siglis évoque alors le fait que sa magie de guérison s'est révélée mortelle contre la magie noire de la chevalière noire. En entendant cela, Ken commence à paniquer. Se rendant compte qu'elle doit souffrir énormément, il se précipite vers sa cellule et lui demande si elle est blessée. La chevalière noire admet qu'elle a mal partout et que cette douleur qu'elle ressent lui est étrangère, car elle n'avait jamais vécu cela auparavant. Lorsque Ken lui demande pourquoi elle veut le voir, la jeune fille révèle qu'elle voulait rencontrer la personne qui l'a battue aussi sévèrement. Après avoir évalué le risque, Ken demande à Siglis d'ouvrir la porte de la prison car il doit entrer pour aider la jeune chevalière. Au début, la chevalière noire résiste, mais Ken la presse de le laisser entrer, et une fois qu'elle accepte, il utilise sa lumière de guérison, faisant disparaître son armure.
Ressentant la chaleur et l'amour émanant de Ken, la jeune fille se met à pleurer et lui confie qu'elle n'a jamais ressenti cela auparavant. Le lendemain, la cougar accro aux protéines de Ken déclare qu'elle va augmenter l'intensité de son entraînement car l'armée démoniaque risque d'attaquer à nouveau. Après avoir fait une crise, Ken se fait dire par Rose qu'il ne peut pas compter uniquement sur la magie de guérison pour soigner ses blessures, car il existe des armes imprégnées d'énergie maudite qui rendent ses pouvoirs de guérison inutiles. Par conséquent, il doit apprendre des tactiques de combat contre de telles armes redoutables. Sinon, il va se faire éjecter. Après 3 jours entiers à être traité comme une poupée de chiffon, Ken obtient enfin une pause et décide d'aller rendre visite à la Chevalière Noire. Elle le regarde avec agacement alors qu'il jacasse à propos de Rose, mais une fois qu'elle lui dit de la laisser tranquille, Ken la laisse croupir seule. Pendant ce temps, Rose se tient devant le roi Lyode qui lui demande un autre service. Quelques instants plus tard, elle arrive dans le donjon et annonce à la Chevalière Noire qu'elle a 2 options. Elle peut passer le reste de sa vie dans cette affreuse cellule de prison où elle n'aura même pas de papier toilette, ou bien elle peut venir avec elle et rejoindre le royaume de Linger. Pour montrer à quel point elle est gentille, Rose assène un coup sec à la jeune fille, puis lui met un collier magique conçu pour sceller le mana. Après l'avoir assommée, Rose la ramène chez elle, où Ken apprend qu'elle prévoit d'entraîner la Chevalière Noire. Ce soir-là, Rose lui révèle que le roi Lyode a l'intention d'envoyer lui et ses amis comme messagers dans d'autres royaumes afin que l'humanité ait une chance face au plein potentiel du Seigneur Démon. Le lendemain, alors que Ken se promène dans la ville du château, il se rend compte qu'il a désormais des fans. Il retrouve Suzune, mais l'ignore dès qu'il aperçoit la fille renard. En courant vers elle, il la soulève dans les airs, mais la fille renard lui dit qu'il est temps pour lui de lui rendre l'appareil. Se présentant sous le nom d'Amako, la fille renard révèle que sa mère est gravement malade et que le seul à pouvoir la sauver, c'est lui. Suzune, qui observe la scène, se précipite pour caresser Amako, ce qui fait crier Ken. Pendant ce temps, la Chevalière Noire s'entraîne avec les autres PNJ qui se moquent d'elle parce qu'elle est lente. Agacée, elle les traite de gobelins à cause de leur laideur. Soudain, Rose arrive et donne une fessée sévère à la Chevalière Noire pour s'être relâchée. D'un autre côté, Suzune apprend que c'est Amako qui a montré à Ken une vision d'elle et de Kazuki mourant. Une fois l'histoire de fond expliquée, Amako révèle qu'elle a dû quitter sa maison à la recherche d'un guérisseur car sa mère est clouée au lit par la maladie. Dans la communauté des bêtes, ils n'ont pas de guérisseur digne de confiance, c'est pourquoi elle est arrivée à Linger en espérant qu'un guérisseur l'aiderait. Lorsque Ken demande pourquoi elle n'est pas allée à la clinique tenue par Orga et sa sœur, Amako révèle que pour atteindre les territoires des Beastkin, il faudrait entreprendre un long voyage pour lequel Orga et sa sœur ne sont pas adaptés. Suzune fait remarquer qu'elle aurait pu demander à Rose, mais Amako explique qu'elle a peur d'elle et qu'en plus, elle a eu une vision où Rose l'a rejetée. Après avoir réfléchi un moment, Ken dit à Emako qu'il veut l'aider, mais qu'il doit d'abord demander à Rose. Cependant, lorsqu'il raconte toute l'histoire à Rose, celle-ci déclare que tout ce qui concerne les Beastkin est une affaire sérieuse, car aucun royaume n'est autorisé à les accueillir sur ces terres en raison de leur talent particulier. Mais connaissant Ken, Rose décide de l'aider en portant l'affaire devant le roi Lyode. Plus tard dans la journée, la Chevalière Noire refuse de toucher à sa nourriture, alors Ken lui offre un journal intime pour l'aider à se sentir moins seule. Le lendemain, elle commence à s'entraîner plus sérieusement, mais est horrifiée de voir à quel point Rose entraîne Ken avec intensité. Remarquant l'intérêt de la Chevalière Noire pour Ken, Rose leur annonce qu'à partir de maintenant, c'est Ken qui l'entraînera. Après son départ, Ken finit par lui demander son vrai nom et elle révèle qu'il s'agit de Felm. Pensant que ce n'est pas grave, Ken se laisse distraire par Blurine, ce qui agace Felm car le partage des noms est important pour elle. Elle lui demande s'il ne va rien dire de plus, mais Ken répond que puisque son nom n'est pas Didi, cela n'a pas d'importance. Blessé, Felm se met à courir pour échapper à la gêne et finit par s'effondrer plus tard. Cette nuit-là, alors que Felm cherche des encas, elle surprend une conversation entre Rose et Ken à propos de son voyage pour livrer des lettres à d'autres royaumes. En apprenant une information aussi cruciale, Felm se réveille tôt et s'enfuit. Pendant ce temps, Ken et Amako arrivent au château où le roi Lyode la remercie chaleureusement d'avoir sauvé leur royaume. Sur ce, il dit à Ken qu'ils ont décidé d'exaucer son vœu. Il sera donc autorisé à visiter Milark, un royaume situé à côté du territoire des bêtes. Amako remercie le roi tandis que Rose rattrape rapidement Felm. Elle explique qu'au début, elle pensait que Felm allait prévenir les démons de leur plan, mais puisqu'elle campe dans la forêt, cela doit signifier qu'elle espérait vraiment rejoindre Ken dans sa mission. Felm rougit et demande à Rose pourquoi elle ne s'inquiète pas pour lui, ce à quoi elle répond que Ken est désormais pratiquement un dieu de la guerre doté de pouvoirs de guérison, donc les seuls qui doivent avoir peur sont ses ennemis. Ce soir-là, Rose s'approche de Ken et lui dit que partir en mission va le changer, mais qu'elle a confiance en lui. Cela l'émeut aux larmes et il devient absolument certain qu'il va rester dans ce monde et protéger ceux qu'il aime. Veux-tu vivre comme guérisseur dans un autre monde ? Si oui, commande tomate. Et comme toujours, si ce résumé t'a plu, abonne-toi le sang.